donc, nos fameux pères fondateurs, ils ne disent jamais qu'ils sont en train de fonder une démocratie. Ils ne disent jamais qu'ils sont démocrates. En fait, ils se font accuser d'être démocrates par les monarchistes pour les discréditer. Et ils répliquent aux monarchistes, ils disent non, nous ne sommes pas démocrates. En fait, rapidement, ils vont commencer à dire nous sommes républicains. This man has apparently been in groups before. Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 22 décembre 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée. C'est conférence citoyenne ce soir, c'est le 4e épisode et on a la chance d'accueillir Yann de Astroglyphe 3, voilà, qui va nous faire l'honneur d'arriver dans un instant. Et ce soir, c'est vraiment un sujet qui me passionne. On va parler de république, de démocratie et d'ingénierie sociale. Voilà, le sous-titre, c'est La France, une démocratie totalitaire, point d'interrogation. C'est vraiment un grand plaisir. Vous allez voir, on va se régaler ce soir. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. À la fin de la conférence, il y aura évidemment un temps de questions-réponses avec Yann. Voilà, donc pour un peu contextualiser cette soirée, cette conférence, j'aimerais rappeler que donc depuis notre enfance, on vit dans un contexte politique et social en fait qui définit notre place et nos représentations du monde, le sens de notre existence, nos compréhensions de l'histoire ou encore de l'organisation des sociétés. En fait, on baigne dans un contexte qui façonne en profondeur nos esprits, donc les esprits des individus et donc aussi des masses qui vivent par procuration, selon moi. En fait, on subit un formatage insidieux qui est construit par des outils de normalisation, mais aussi par une ingénierie sociale intense et permanente, définie par une minorité pour les intérêts de cette même minorité. Et donc, on va parler de tout ça ce soir. En fait, selon moi, il y a des structures politiques qui sont au service d'intérêts particuliers et qui utilisent des concepts simples mais puissants pour modeler les individus et la société et peut toujours servir les intérêts de cette minorité. Ils vont en fait modifier la norme pour modifier le comportement. Yann va nous en parler en profondeur ce soir. C'est insidieux, je le disais, c'est invisible pour le commun des mortels et pourtant c'est tellement puissant. En fait, c'est une forme de guerre invisible, une guerre contre les cerveaux. On va faire une série de conférences aussi sur ce sujet-là avec Yann. En fait, cela permet sur quelques années ou quelques générations de bouleverser le niveau de réalité des individus et donc construire de nouvelles normes et une nouvelle société. Donc ce soir, comme je vous le disais, c'est Yann de la chaîne Astéroglyphe qui va revenir donc sur deux concepts clés qui ont été empoisonnés par les dominants pour maintenir leur domination, la République et la démocratie. Certains malheureusement font l'amalgame encore depuis trop longtemps. Et donc il viendra aussi nous expliquer comment la République est tout sauf démocratique en fait. Et évidemment, si vous suivez le Front Médiatique, vous le savez déjà en partie parce qu'on a fait de nombreuses émissions autour de la démocratie. Mais c'est un autre regard ce soir avec un ingénieur en ingénierie sociale. Et même comment en fait l'un et l'autre s'opposent en fait, démocratie et République. Il va nous expliquer aussi quel intérêt sert la République et quels outils elle utilise en termes d'ingénierie sociale pour maintenir le peuple dans un narratif qui le maintient sous domination. Enfin, pour ne pas rester simplement sur un diagnostic et des constats désespérants, Yann nous offrira une ouverture en nous parlant de comment reprendre notre force individuelle et collective avec des réflexions sur des organisations sociales qui permettent aux citoyens de retrouver leur souveraineté à travers différentes formes d'auto-organisation. Certains parlent aussi d'autogestion. Voilà, donc sans plus attendre, on accueille sur le Front Médiatique Yann. Bonsoir Yann. Salut Akina, comment ça va? Eh bien, ça va super bien. Un peu fatigué parce que grosse journée de chantier aujourd'hui, mais je suis super content. Vraiment, c'est un plaisir. Je t'ai découvert il y a un peu plus d'un an sur Telegram grâce à une série d'une quinzaine de capsules, d'une quinzaine de minutes que tu avais faites, que j'ai trouvé une synthèse magnifique en fait de notre époque, à la fois comment les rapports de force sont, comment on est manipulé, comment on a détourné le langage et les mots, comment on influence les masses en fait à travers cette ingénierie sociale dont tu as une formation universitaire sur le sujet. Et donc voilà, moi je suis très heureux de t'accueillir et je pense qu'on va faire plusieurs soirées ensemble. En tout cas, on en a déjà parlé tous les deux en privé et je pense que cette série de conférences, elle est vraiment très intéressante pour armer
le citoyen, pour continuer à aiguiser, on va dire, cet esprit critique, la compréhension des mécanismes de domination et aussi potentiellement sensibiliser autour de nous. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est que tu proposes une ouverture. Tu restes pas que sur les constats, comme je le disais dans l'intro, tu proposes aussi des regards vers où aller, quel chemin pour une souveraineté populaire. Donc ça, c'est super. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, ça va tout de suite mieux dès que je te parle, tu vois. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui parce que ça n'a pas été facile de réussir à se capter. Mais vraiment, je suis très heureux. Qu'est-ce qu'on fait? Je me présente un petit peu, puis on y va. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, exactement. Vas-y, parle de toi un peu rapidement pour ton parcours, pour aussi montrer la légitimité, parce que la série Conférence citoyenne, à la fois, c'est des citoyens, mais à la fois, évidemment, j'invite des gens sur le front médiatique qui sont passionnés par un domaine ou qui ont une formation professionnelle ou une formation universitaire, enfin, une expérience professionnelle ou une formation universitaire. Donc, parle de toi rapidement, et après, on partira dans le live mode conférence. Et n'hésitez pas pendant le live, les internautes, posez vos questions. Et merci encore de donner de la visibilité à ce live, parce que vous savez qu'on est shadow banné, on est censuré. Et donc, le Front médiatique, c'est 7 chaînes YouTube fermées. Je pense qu'on pourrait même faire notre slogan, le Front médiatique, le média qui s'est fait fermer cette chaîne. Voilà, donc je te laisse la main, présente-toi, et après, je t'enverrai le diaporama en partage d'écran. C'est super. Merci, Akina. Alors, moi, je m'appelle Yann Charrier. Je suis psychologue du travail et des organisations. Je suis spécialisé en évaluation psychologique de la personne et des systèmes. Donc, je ne suis pas ingénieur en ingénierie sociale. Moi, je suis ingénieur en psychologie organisationnelle et du travail. Donc, c'est deux choses différentes. Mais ce que je ne vais pas faire ce soir, c'est de vous parler de travail, malheureusement. Ce qu'on va essayer de faire ce soir, ouais, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de prendre ces outils de réflexion que moi, j'ai appris à la fac, comme tout le monde, et de s'en servir pour essayer de comprendre mieux notre système qui est non pas la démocratie française, mais la République française. C'était marqué sur les pièces. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, est-ce que plus de précision ou on y va? Juste pourquoi tu t'es engagé, c'est intéressant de savoir le leitmotiv un peu, enfin en français, excusez-moi, voilà les racines de ta motivation, parce que malheureusement aujourd'hui, le système de domination s'appuie sur la passivité des peuples. Et donc moi j'apprécie beaucoup les êtres humains qui essayent de se questionner, d'accepter les questions existentielles que beaucoup d'autres mettent sous le tapis. Et donc voilà, en quelques mots, pourquoi tu as fait le choix aussi de créer cette chaîne Astroglyphe et de partager tes connaissances pour aiguiser l'esprit des citoyens? Alors en fait, moi, j'ai pas travaillé longtemps en tant que psychologue du travail. À la base, moi, j'ai pas mon bac. J'ai repris la fac à 24 ans, 25 ans. J'ai arraché mon diplôme et je suis allé bosser dans ce secteur. Et rapidement, j'en ai eu marre et je me suis rendu compte que il y a plein de choses qui allaient pas dans ce boulot. Donc j'ai fait une pause et je suis allé chercher des systèmes organisationnels différents de ce qu'on a au travail d'habitude, c'est-à-dire des groupes autogérés, ce genre de choses. Et en 2020, à peu près, en 2020, c'est ça, il s'est passé beaucoup de choses en France. Et donc, moi, j'ai créé ma chaîne pour diffuser ces connaissances et protéger mon enfant, principalement. Voilà. Génial, merci. C'est parti, je te mets le diaporama. On va le mettre en grand écran. Je te laisse la main pendant ce temps de conférence. Il y a des questions très intéressantes de la communauté pendant la conférence. Je me permettrai de te couper. Mais voilà, on garde surtout les questions pour la fin parce que peut-être certaines questions, tu vas y répondre au cours du fil de la soirée. C'est parti. Okay. Super, merci. Donc, j'ai appelé cette conférence République, démocratie et ingénierie sociale. C'est le thème. Et la question que je pose, c'est dans quelle mesure la France est une démocratie totalitaire? On voit, pour ceux qui ont encore la télé, moi j'ai plus de télé, mais on entend souvent quand même des présentateurs, que ce soit au journal d'info ou dans n'importe quelle émission, qui ne cessent de répéter dans nos démocraties, dans notre démocratie française, etc. Question, pourquoi répètent-ils ça à longueur de journée? Si c'était le cas, je pense que ce ne serait pas la peine de le répéter. Donc, on va commencer d'abord par parler un peu de République, parce que c'est la République française dans laquelle nous vivons. Alors, pour faire très simple, c'est un système d'organisation, c'est un système organisationnel, c'est comme ça qu'on est organisé par chez nous. Le mot République, il vient du latin res publica, la chose publique, alors que le mot démocratie, lui, il vient du grec. Ce sont deux mots différents qui définissent deux systèmes différents dans deux pays différents. D'un côté, la République romaine, de l'autre côté, la démocratie athénienne. Et pourquoi est-ce que ce sont des mots différents? Parce que ce sont des choses différentes. Pour faire très simple,
La République, il y a en haut le gouvernement et en bas, il y a toi, et moi, et lui, et elle. Au milieu, il y a des relais de pouvoir ou des relais organisationnels, mais classiquement, les décisions sont prises en haut. Alors, elles sont prises par qui? Elles sont prises par le gouvernement. Je ne sais pas si tu as fait du latin un petit peu à l'école. Moi, je n'avais pas fait de latin. Non, mais j'ai eu la chance de voir le diaporama. Très intéressant, l'origine du gouvernement. Ouais, j'ai appris 2 mots de latin l'année dernière, alors je vous les refile. Regardez, gouvernement, ça vient du latin, donc du mot governare, qui veut dire gouverner, et du mot qui est le raccourci, le diminutif pour mentis, qui veut dire esprit. Donc le gouvernement, en vrai dans le texte, ça veut dire le contrôle de l'esprit. Et on va parler un petit peu de ça, je pense. J'ai été vachement surpris d'apprendre ça, moi. Je pensais qu'ils étaient tous tellement sympas. Ouais. Donc, dans l'histoire de France, en gros, avant, il y avait les rois, et après, il y a eu la Révolution, et on a commencé à voter. En 1848, il y a eu la question du suffrage universel qui est arrivée, parce qu'avant le suffrage universel, donc dans les premiers temps de la République française, il y avait ce qu'on appelle le suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, comment ça marche? C'est que pour voter, il faut payer. Donc, qui peut payer? C'est des riches. Donc, qui vote sont des riches. Et pour qui votent-ils? Pour des riches. Donc, avant, le vote, c'était des riches qui votent pour des riches. Après, avec le suffrage universel, on se demande, mais comment est-ce qu'on va faire pour que les pauvres votent pour des riches? Ça, c'est ce qu'on dit normalement. Nous, en psychologie sociale, on ne parle pas de pauvres et de riches. On parle de dominés et de dominants, un peu comme en sociologie. Les classes dominantes sont les classes, par exemple, politiques, ou les très riches, ou les personnes qui ont des postes de pouvoir importants. Et les dominés, je ne sais pas comment tu te considères, mais en tout cas, moi, je sais que je suis dedans. Il y a beaucoup de gens qui font partie de la classe des dominés qui ne le savent pas, parce qu'ils s'identifient à la classe des dominants. Mais en gros, quand tu gagnes moins de 2-3 000 balles par mois, tu fais partie des dominés. Parce que ce n'est pas toi qui prends les décisions. Donc, dans la psychologie sociale, on parle des rapports intergroupes, donc entre les groupes, et généralement, ça s'explique dominant, dominé, il y a des effets, etc. Alors, je passe la slide. Donc, la solution, vous l'aurez compris, pour faire voter des dominés pour les dominants, ou les pauvres votent pour les riches, on a trouvé la solution, ça s'appelle la démocratie. Alors, là, je vais vous passer une vidéo. Non, enfin, c'est Akina qui va vous passer la vidéo. Mais en gros, toi, en tant que pauvre, tu n'as pas envie de voter pour un dominateur. Donc, on va te faire croire à des belles histoires. Et c'est donc autour de 1820-1830 qu'on invente la démocratie indirecte. Parce qu'avant, c'était une république. Mais maintenant, d'un coup, ça devient une démocratie. Alors, et donc c'est là qu'on introduit le principe de représentation. Alors, je vous ai préparé une petite citation par rapport à la représentation. Donc, la représentation, c'est quand, par exemple, Akina, on va au resto ensemble et c'est toi qui commandes pour moi. OK? Tu es censé savoir à l'avance, moi, ce que j'aime bien manger. Je suis doué, hein? Alors, la petite citation sur la représentation. Qu'est-ce que c'est la représentation? Citation de John Oswald, que je trouve dans Démocratie, histoire politique d'un mot. Je ne sais pas si vous voyez bien le livre. J'avoue que je n'ai jamais pu réfléchir sur ce système de représentation sans m'étonner de la crédulité, je dirais presque la stupidité avec laquelle l'esprit humain avale les absurdités les plus palpables. Si un homme proposait sérieusement que la nation pissât par procuration, on le traiterait de fou. Et cependant, penser par procuration est une proposition que l'on entend non seulement sans s'étonner, mais que l'on reçoit avec enthousiasme. C'est-à-dire que concrètement, tu ne peux pas pisser par procuration, tu ne peux pas voter par procuration. C'est compliqué, quoi. Donc, l'auteur de ce bouquin-là, c'est vraiment très intéressant ce qu'il raconte. Alors, j'ai fait un petit best-of d'une entrevue qu'il a fait sur Thinkerview. Et donc, on va se mater 5 petites minutes de vidéo. Et il va bien nous expliquer toute cette histoire, la création de la démocratie indirecte. Alors, si tu n'as pas de questions, Akina, qu'est-ce que tu en dis? On envoie le clip?
Eh ben c'est parti, Eh ben, Francis c'est super. Dupuis d'Héry pour 5 minutes de vidéo. Fameux père fondateur, ils ne disent jamais qu'ils sont en train de fonder une démocratie. Ils ne disent jamais qu'ils sont démocrates. En fait, ils se font accuser d'être démocrates par les monarchistes pour les discréditer. Et ils répliquent aux monarchistes, ils disent non, non, nous ne sommes pas démocrates. En fait, rapidement, ils vont commencer à dire nous sommes républicains. Et ils vont dire les démocrates, en fait, c'est eux. Et eux, c'est qui? C'est, dans le cas de la Révolution française, par exemple, ceux qu'on va appeler les enragés, donc des mouvements populaires qui sont dans la grande turbulence de la Révolution, mais qui ont des revendications beaucoup plus radicales que l'Assemblée nationale, en termes économiques, par exemple, en termes de participation directe de la population. Ils veulent que le pouvoir reste dans ce qu'ils appelaient les sections, c'est-à-dire les assemblées de quartier, par exemple. Et donc, ça, c'est du côté de la France. Et du côté des États-Unis, qui sont en fait encore à ce moment-là les colonies britanniques, on a le même scénario. On a des pères fondateurs qui sont antidémocrates et qui disent les démocrates, c'est les mouvements populaires turbulents, incontrôlables, et nous, on est respectable, on est raisonnable, on veut simplement une république. Et il y a une autre raison pourquoi ils disent cela, c'est que dans le cas de la France, mais dans le cas des colonies britanniques aussi, la plupart des fameux pères fondateurs, ils font partie des élites intellectuels ou politiques ou économiques, ou si c'est pas eux, c'est leurs frères ou leurs cousins ou leurs voisins. C'est souvent des juristes. Et ils sont souvent déjà membres d'institutions comme les États généraux, mais évidemment, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été convoqués, mais les États généraux. Donc il y a déjà cette assemblée qui va s'appeler Assemblée nationale très bientôt. Et en fait, c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que c'est du marketing politique pour les pauvres. Et donc, quand ils font la fameuse révolution pour la France ou l'indépendance pour les colonies britanniques, ils ne veulent pas donner le pouvoir au peuple. Ils veulent en fait le pouvoir du roi. Ils le veulent dans leur assemblée pour l'avoir entre eux, entre parlementaires. Et donc, c'est une sorte de coup d'État, coup d'État institutionnel, si on pourrait dire. Mais pour justifier cette prise du pouvoir des mains du roi et le ramener dans l'assemblée et l'avoir en toute puissance, ils vont prétendre qu'ils font ça pour le peuple. Ils vont prétendre que le peuple est souverain, même si en fait, il n'est pas souverain, et ils vont réussir. Ça va être un succès. Donc, c'est ça. Donc, en 1820-1830, aux États-Unis, il y a des campagnes électorales. Les candidats à la présidence se présentent comme des républicains. Ils se disent tous pour la République et tous républicains. Et Andrew Jackson perd une première fois. Il réfléchit, il réunit ses amis, etc. Il se dit comment on peut y aller pour la deuxième fois. Je veux me représenter, je veux l'avoir. Et ensemble, ils se disent, en fait, présente-toi comme démocrate. D'après nous, si tu commences à parler comme un démocrate, que tu dis que tu es démocrate, que tu défends la démocratie, que tu es contre l'aristocratie financière et contre l'aristocratie de Washington, donc l'aristocratie politique et l'aristocratie financière des proto-capitalistes, des manufactures, des ports, etc., tu vas, comme ça, t'adresser directement au peuple et le peuple va penser que tu prends sa défense. Et donc, Andrew Jackson a construit sa campagne en se présentant, c'est le premier candidat aux États-Unis, en fait, qui vraiment se présente comme défenseur de la démocratie et démocrate. Et il va gagner son pari, il va gagner l'élection. Et c'est tellement efficace qu'en 10 ans aux États-Unis, tous les candidats commencent à se dire pour la démocratie. Et en fait, ils commencent à s'obstiner entre eux en disant toi, t'es pas un vrai démocrate, c'est moi qui est un vrai démocrate, t'as volé le nom, etc. Et j'avais même pas besoin de faire d'analyse surplombante sur les textes de l'époque, parce que les journaux de l'époque, les textes, les discours des politiciens de l'époque, et même des manuels de campagne électorale de l'époque, disaient aucun parti ne peut gagner aujourd'hui aux États-Unis s'il ne se présente pas comme démocrate et s'il ne prétend pas qu'il défend la démocratie, parce que c'est comme ça qu'on gagne des votes, c'est comme ça qu'on s'adresse au peuple. Et tout ça, alors que Andrew Jackson, c'est le plus important probablement en termes politiques, alors qu'une fois qu'il gagne, il ne transforme en rien le système. Le système reste exactement le même. Il n'y a pas plus de possibilités de participation pour le peuple. Il n'y a pas de référendum d'initiative populaire, pour prendre un terme à la mode aujourd'hui. Et puis en France, il y a la fameuse révolution de 1848 qui restaure la République, à l'époque du Printemps des peuples. Et là, 1848, vous avez en fait
Bon, il va y avoir des élections, Lamartine va prendre le pouvoir, etc. Mais vous avez quelqu'un comme Auguste Blanqui, qui est un socialiste révolutionnaire, qui est évidemment en prison, comme toujours, qui, de la prison, dit, Auguste Blanqui dit, il emploie un terme très précis, il dit, le mot démocratie est devenu un mot caoutchouc, c'est-à-dire tellement élastique, parce que, dit-il, et là je le cite de mémoire, aujourd'hui en France, on a des monarchistes démocrates, on a des socialistes démocrates, on a des républicains démocrates, et, mais c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ce régime que les fondateurs avaient appelé république et n'avaient surtout pas voulu appeler démocratie, maintenant, pour des raisons électorales, on l'appelle démocratie, même si en fait, en termes de participation concrète du peuple, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours ce que j'appelle une aristocratie élue qui gouverne. Avec, en France et aux États-Unis, en fait, un monarque élu, le président. Parce qu'on pourrait imaginer une révolution anti-monarchique qui ne remplace pas le monarque par un président. On pourrait imaginer un système où il n'y a pas de président. Mais les régimes républicains ont coupé la tête du roi, mais ont donné le trône au président. Il n'y a pas de couronne, mais il garde le trône, c'est quand même bien. Et il y a ces élus qui sont en fait les descendants, pas héréditaires, mais les descendants des grands du Seigneur, des grands du royaume, qu'au Moyen-Âge, les rois convoquaient dans les premiers parlements, parce que les parlements, c'est des inventions médiévales. Et donc, on a maintenant une aristocratie élue avec une monarchie élue qui s'appelle démocratie, mais ce mot démocratie, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est du marketing politique, c'est du marketing électoral. Il n'y avait pas le terme à l'époque, mais c'est exactement ça. C'est fort. Merci pour cet extrait, Yann. C'est pas mal, hein? Ah bah avec plaisir. J'espère que je n'ai pas trop trahi la pensée de l'auteur. Parce que c'est un petit best-of vite fait, mais je conseille vivement à tout le monde d'aller voir cette interview. C'est vraiment très intéressant. Ce monsieur, Francis Dupuy-Derry, c'est un prof à la fac de Sciences Po Québec de Montréal, je crois. Enfin bon, il sait de quoi il parle. Donc, en fait, lui, dans son bouquin, il t'explique tout ça sur 400 pages. C'est vraiment très intéressant. Et si je peux me permettre, je voudrais enfoncer le clou en faisant encore une petite citation. Tu crois que ça fait trop ou ça va? Oh non, je t'en prie, on est en famille. Hein. Ah, bah alors, si c'est la famille, alors c'est bon. Donc, aux États-Unis, en 1784, il y a un monsieur qui s'appelle Tudor Tucker, qui est médecin dans l'armée indépendantiste et qui écrit ceci. C'est devenu une idée reçue que plus la société tend vers la démocratie et plus elle dégénère dans l'anarchie et la confusion. C'est généralement l'humeur capricieuse des gens qui en est tenue pour responsable, car on les dit promptes à l'émeute lorsqu'on leur accorde trop de liberté. On les dit toujours déraisonnables dans leurs exigences et jamais satisfaits, à moins d'être gouvernés d'une main de fer. Voilà les arguments communément évoqués contre une constitution démocratique. Ils servent d'excuse à l'ambition d'introduire l'aristocratie, la monarchie et toute espèce de tyrannie et d'oppression. Il serait bien malheureux, en effet, pour les libertés de l'humanité, s'il est vrai que pour rendre les gens ordonnés, il serait nécessaire de les transformer en esclaves. Nous ne pouvons, en étant justes, affirmer que les gens dans leur ensemble sont capricieux et déraisonnables, ou qu'une vraie démocratie produira du désordre et du tumulte. Au contraire, je suis porté à croire qu'en général, les gens sont satisfaits assez facilement quand aucune injustice ne les frappe. Je conclus qu'une vraie démocratie est la seule constitution équitable, sera donc de toutes la plus heureuse et peut-être de toutes la plus calme et la plus ordonnée. Bon voilà, lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec le sentiment antidémocratique des castes supérieures de la République. Parce que la République, contrairement à ce qu'on nous raconte avec cette histoire d'ascenseur social, généralement, déjà, d'une part, il faut prendre l'escalier, et puis en plus, ça n'existe pas vraiment. C'est des contes qu'on raconte pour les enfants. Donc, cette République, à la base, la Révolution française pour les bourgeois, les grands bourgeois, c'était pour la République et contre la démocratie. Alors, quelles sont les fonctions principales de cette République? Elle a beaucoup de fonctions, mais j'en sors juste 4. Alors, 1, l'intérêt qu'elle a, la République, par rapport à la monarchie, comme l'explique Michel Foucault dans Surveiller et punir, sa première fonction, c'est qu'elle est plus stable. Par exemple, quand on a décapité Louis XVI, le système s'est pas mal cassé la gueule. Alors que là, si demain tu décapites Bill Gates, Macron ou JFK,
eh bien, en fait, il va rien se passer du tout parce que juste derrière, il y a un autre bonhomme pour prendre la suite. En fait, c'est une hydre. La République, c'est une hydre à 100 têtes. Tu peux en couper une ou deux, ça va repousser très vite. La deuxième fonction, ça va être l'accumulation de richesses et de pouvoir. Parce qu'en effet, vu que le système est plus stable, il est plus possible d'accumuler du capital et du pouvoir. Ça marche souvent ensemble d'ailleurs. Donc, toujours Michel Foucault nous explique que grâce à cette accumulation de richesses et de pouvoir, un citoyen aujourd'hui a moins de liberté qu'un sujet de Louis XIV, qu'un paysan sous Louis XIV. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le seigneur arrivait, il prenait ses impôts, il prenait la taxe, il prenait son blé et puis il se cassait. Après, le clergé arrivait, il prenait aussi leurs 10%, puis il se laissait tranquille pendant toute l'année. Aujourd'hui, maintenant, tu as beaucoup plus de systèmes de contrôle du citoyen. Par exemple, les préfectures, par exemple, le découpage en département, le découpage en région, la mairie, tu as un maire maintenant au-dessus de toi, même dans un petit village, alors qu'avant, il n'y avait pas forcément ça. Troisième fonction, la représentation. Donc, c'est la capture du pouvoir du peuple par les élites qui vont prétexter qu'ils représentent le peuple, mais on a vu déjà que c'était une arnaque. Donc, c'est de la capture de pouvoir. Et la quatrième fonction que j'ai mis, mais on pourrait en trouver plein, hein, c'est la reproduction sociale par système de caste. Bon, alors ça, c'est Bourdieu qui l'explique très bien, la domination masculine, c'est-à-dire que, par exemple, les hommes héréditairement sont en haut de la pyramide et les femmes plus en bas, mais également, les fils de riches font des riches et les fils de pauvres font des pauvres. C'était avant, il y avait cette histoire de suffrage censitaire, justement pour garder ces castes. Mais on a réussi à faire autrement, grâce à la représentation. Donc, normalement, je passe à la slide suivante, à moins qu'il y ait des questions. Non, c'est bon, on peut continuer. Juste, ça me fait penser beaucoup de préjugés sur le Moyen-Âge, en fait, autour de l'organisation des pouvoirs, de la fiscalité, des libertés individuelles. Évidemment, le Moyen-Âge, tout n'était pas rose. On va pas idéaliser l'époque du Moyen-Âge, mais moi, je recommande pour ceux qui connaissent pas cette période, Marion Sigaud, qui est aussi assez biais comme tous les penseurs, hein, qui ont tous leur subjectivité, leur idéologie aussi, qui orientent parfois leurs écrits ou leur partage de connaissances. Mais voilà, sur le Moyen-Âge, en fait, il y avait des assemblées populaires. À l'échelle du village, on pouvait choisir à quel moment on allait faire les foins. Il y avait une rotation, il y avait des champs pour les plus pauvres qui étaient accessibles et qui appartenaient aux communs, des forêts aussi pour accéder au bois, pour pouvoir se chauffer l'hiver. Et donc, en fait, on a une vision du Moyen-Âge qui est très arriérée. Donc, évidemment, il n'y avait pas d'eau, d'électricité. La vie était beaucoup plus compliquée, mais il y avait aussi beaucoup de jours fériés, de jours non travaillés, donc, et beaucoup plus de démocratie que ce qu'on pensait pour choisir le chef, l'instituteur de l'école à l'échelle des parents d'élèves par village, etc. Voilà, je veux pas trop développer, mais en tout cas, voilà, les préjugés sur le Moyen-Âge et les aspects, certains aspects démocratiques existants au Moyen-Âge sont intéressants à creuser pour continuer à cheminer sur ces questions d'organisation des pouvoirs. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce que c'était avant que c'était moins bien. Les peuples antiques, certains avaient des systèmes de fonctionnement plus démocratiques que ce qu'on a maintenant. Tout à fait, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, bon, ça c'était le petit point histoire, hein, c'était la partie 1. La partie 2, ça va être, on va parler plus de psychologie sociale et de psychologie organisationnelle. Là maintenant, on va parler de normes, de normalisation et d'ingénierie sociale. Alors, avant de parler de normalisation, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est une norme. On va essayer de définir une norme sociale. Une norme sociale, c'est l'ensemble des comportements et réactions qu'un groupe social approuve ou désapprouve et dont il attend qu'ils soient régulièrement adoptés ou évités par ses membres. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives au travail, tu es habillé plus ou moins comme tout le monde, tu suis les autres dans le métro, tu mets pas les pieds sur la table quand tu manges. Donc, ça, c'est une norme. Et le phénomène par lequel on intègre les normes et qu'après on s'en sert, c'est la normalisation. On dit qu'on est normalisé. Donc, on va commencer par parler un petit peu des normes. Donc là, je vais vous coller une petite vidéo d'une expérience de psychologie sociale sur la norme. On va voir un individu, c'est une expérience classique. Donc, il y a un individu au début, il y a des acteurs autour,
Tout le monde est au courant que c'est une expérience, sauf une personne. Elle est mise dans un cadre très particulier. On va voir si elle s'adapte à la norme ou pas. Donc, si tu veux bien, Akina, nous envoyer la deuxième petite vidéo. C'est parti. Super. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Waouh. C'est hallucinant. Moi, ça me fait flipper cette expérience. Ça me fait flipper. Mais carrément, c'est hyper flippant. Imagine que tu rentres t'es invité à une grande fête et tu te pointes à une grande soirée, il y a une centaine de personnes et tu te pointes et tout le monde a un bonnet rouge, sauf toi, quoi. Alors au début, ça fait bizarre, mais tu vas très vite te sentir mal à l'aise et probablement que d'ici la fin du week-end, eh ben, toi aussi, tu auras un bonnet rouge sur la tête. Alors, je dis un bonnet rouge, mais ça pourrait être un masque vert. Hein, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, c'est une expérience que tu as choisie. En fait, il y en a plein d'autres. Dans le teaser de la soirée, j'avais mis une autre expérience de H dans l'ascenseur. Et il y en a d'autres avec l'histoire de la longueur des barres, etc. Donc, il y a beaucoup d'expériences comme ça qui ont été reproduites. Et c'est pas simplement
une malchance ou un hasard. C'est vraiment un mécanisme qu'on peut reproduire infiniment, à l'infini. Et malheureusement, en fait, ça fonctionne dans différents continents, différentes cultures, différentes tranches d'âge. Et c'est des mécanismes qui sont très intéressants à connaître parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas vu ce type d'expérience, on se rend pas compte comment en fait on a tendance pour pouvoir faire partie d'une sphère sociale, d'avoir, de sentir un sentiment d'appartenance. Et en fait, on est prêt à faire des choses qui sont à l'inverse de ce que nous sommes au plus profond de nous. Bien sûr, tous les ados voudraient avoir les mêmes chaussures pour être bien dans la classe où ils sont. Les enfants, c'est pareil, nous aussi. Enfin, je veux dire, je porte un jean parce que tout le monde porte un jean. Enfin, je veux dire, on est comme ça. Dans une norme, on peut différencier plusieurs éléments. Il y a une composante descriptive de la norme. C'est le cadre de référence. Il y a des processus injonctifs, des pressions, qu'elles soient dites ou pas dites, des sanctions ou des obligations qui sont ressenties. Et il y a également, ça peut avoir une fonction sociale, une norme. Toutes les normes ne sont pas mauvaises. Ça peut aider à assurer l'atteinte des buts du groupe. Ça aide à resserrer la cohésion sociale, mais également à orienter les individus et les groupes dans leur fonctionnement ou dans leur comportement. Donc, pour revenir sur cette pauvre dame-là qui était la victime de cette expérience, qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi est-ce qu'elle fait comme les autres? Parce qu'à un moment, elle le dit, je me suis senti très mal à l'aise parce qu'elle a ressenti quoi? Ah, c'est pas ça, c'est de la pression normative. Alors, je l'ai mis en gros parce qu'en fait, c'est fort. Je sais pas, Akina, peut-être ça t'est arrivé il y a 2-3 ans de rentrer dans une pièce où tout le monde est masqué, toi, tu ne l'es pas. Tu te sens hyper mal. Et des fois même, les gens te le font sentir. Et s'ils ne te le font pas sentir, tu vas le ressentir quand même. Et c'est un sentiment qui est très puissant et qui va modifier ton comportement. Alors, moi, ce que j'arrive pas toujours à faire, parce que je suis pas magique, mais ce que je vous suggère de faire, si jamais ça vous arrive, ressentez cette émotion et regardez-vous être mal à l'aise. Regardez-vous être mal à l'aise. Ils ont tous un bonnet rouge sur la tête et moi, je suis comme ça, je suis hyper mal à l'aise. Alors qu'en fait, cette pression normative, c'est juste une émotion, c'est dans ta tête. Si tu arrives à prendre de la hauteur, tu peux peut-être t'aider en percevant le ridicule de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais des fois, cette pression normative ça peut carrément partir en carnage. Par exemple, il y a 2-3 ans, on a vu des cas d'agression de personnes qui se balaient dans la rue sans masque chirurgical et qui se faisaient taper par 4, 5, 6 personnes. Ce sont des choses qui arrivent. Ça fait partie de la pression normative. T'es pas bien comme les autres, alors on va te taper pour que tu rentres dans le rang. Alors, cette pression normative, où est-ce qu'on la ressent? Quels sont les outils de normalisation? On appelle ça des outils, mais en fait, ce sont des structures. Alors, c'est quoi ces outils de normalisation? J'ai mis les plus courants, notamment alors l'école, bien sûr, c'est là que tu apprends le plus de normes. Il faut savoir que du CP au Bac+3, plus de 60% de ce que tu apprends à l'école, c'est de la norme. Ça veut dire qu'il reste moins de 40% de savoir et de savoir-faire. Alors, ces normes qu'on apprend à l'école, est-ce que c'est tout le temps négatif? Non, pas du tout. Je me souviens très bien quand j'étais à l'école étant petit, et toi peut-être aussi Akina. Non, Akina, on ne donne pas ses crottes de nez à ses autres collègues. Non, Akina, on finit son assiette à la cantoche. Non, Akina, on ne tape pas sur son collègue de classe, etc. C'est juste pour dire que quand même, il y a des normes qui sont très chouettes, et notamment le fait qu'on parle la même langue nous permet de communiquer, c'est une norme. Voilà. Après, toutes les normes ne sont pas aussi chouettes. Ça dépend ce que tu décides d'intégrer comme norme dans l'école. Donc, il y a des développements là qui se font actuellement sur des modifications des programmes scolaires. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais toutes les normes ne sont pas bonnes et toutes les normes ne sont pas mauvaises. Après, j'ai mis le travail juste à côté parce que quand tu regardes l'école, c'est le travail des enfants. Et le travail, c'est le travail des grands. Dans les groupes de travail, tu vas également suivre les normes, notamment les normes de sécurité, les normes de socialisation. Le matin, tu arrives, tu serres la main à tes collègues de travail, même si tu n'as pas envie, parce que c'est comme ça. Tu dis bonjour, c'est la norme. Quand tu te pointes au travail,
tu te pointes pas avec ton slip sur la tête, même si c'est pas interdit, parce que c'est la norme. Si tu ne respectes pas cette norme, eh bien, il y aura une sanction. Par exemple, tu vas te faire ridiculiser ou mettre au placard. D'autres outils de normalisation extrêmement importants, la télévision, la radio, les journaux, c'est-à-dire le mainstream. D'où la nécessité d'avoir des médias indépendants qui proposent d'autres narratifs médiatiques. Merci à tous les médias indépendants qui existent. Et là, je dis bravo, parce que sinon, c'est uniquement de la normalisation. Grâce à ces outils, la télévision, la radio, les journaux, on va pouvoir standardiser l'information. Mais quand tu lis une information, sous le texte, il y a toujours un système de valeurs et de normes qui va ressortir. Hein. Et pour finir, je termine avec les groupes sociaux dans le réel. Par exemple, je pense surtout à la famille ou les groupes de potes ou les copains du bar d'à côté. On va échanger des points de vue, etc. Mais on va rester un petit peu près dans les mêmes normes. Et également les médias sociaux, que j'aurais tendance à appeler des médias antisociaux, mais ils définissent pas mal de normes aussi. Donc là, on en est à quel slide là? Outils de normalisation. Voilà, c'est ça. Donc là, on va passer, à moins qu'il y ait des questions ou des précisions, sinon on va passer à l'ingénierie sociale. Parce que l'ingénierie sociale peut travailler la norme, elle peut aussi travailler d'autres choses, mais là, on va parler de la norme parce qu'on ne va pas passer la soirée dessus. Je te réserve les questions pour la fin. Ah, c'est super. Alors, ingénierie sociale. Moi, j'aime bien cette citation. C'est une citation d'un rappeur américain qui joue avec Rockin' Squat, c'est le mec de Assassin. The world is fucked up because that's the way we made it. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire le monde est complètement niqué parce que c'est comme ça qu'on l'a fabriqué. C'est pas un hasard s'il y a tant de guerres, c'est pas un hasard s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est pas un hasard s'il y a une injustice sociale en France qui est hallucinante. C'est parce que c'est comme ça qu'on a créé le système. Il n'y a pas de hasard. Alors, on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que l'ingénierie sociale, mais on va voir que c'est super vaste. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas spécialiste en ingénierie sociale. Je me sers de mes outils que j'ai appris pour essayer de comprendre le monde autour de moi, puis je me renseigne, alors que ce soit dans du documentaire ou des livres, etc. Alors, d'abord, on va essayer de définir l'ingénierie sociale. Alors ça, je crois que c'est la définition qu'on trouve facilement sur Wikipédia. C'est une pratique visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux. Mais moi, je vais retenir plutôt la définition de Lucien Cerise, que je préfère parce que lui, quand même, il est pas mal calé en ingénierie sociale. Il a écrit quelques bouquins qui sont, même si je ne les ai pas lus, en tout cas, ça m'a l'air vachement intéressant. J'aimerais bien les lire. Pour Noël, si quelqu'un m'entend. Alors, Lucien Cerise, il dit, pour lui, la définition de l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive de sujets sociaux, que ce soit des individus ou des groupes. Et oui, parce que un des trucs, c'est que souvent, on ne se rend pas compte du cadre qu'il y a autour de nous et juste on évolue dans ce cadre, on s'adapte parce que nous sommes des êtres adaptatifs. Alors, moi, je voudrais essayer d'aller encore un peu plus loin dans cette définition et d'aborder l'ingénierie sociale par la fonction, c'est-à-dire pas se demander si c'est bien, si c'est mal, mais à quoi ça sert et comment ça marche. Donc, je différencie deux choses. Un, ce que j'appellerais des pièces d'ingénierie sociale, c'est-à-dire des organismes qui ont une ou des fonctions, par exemple, l'éducation nationale. C'est un organisme qui fait de l'ingénierie sociale. Et on va voir toute une liste. Et je fais la différence avec une action d'ingénierie sociale qui n'est pas forcément la création d'un organisme et qui va viser à modifier le fonctionnement de la société et des groupes sociaux en modifiant le fonctionnement d'un organisme. J'y arrive. C'est pas simple, mais on y arrive. Alors, je vais vous présenter une liste. Là, par exemple, quelques pièces, moi, ce que j'appelle des pièces d'ingénierie sociale. Par exemple, alors, là, je prends une petite liste. L'éducation nationale, c'est une pièce d'ingénierie sociale qui a été créée, qui a vraiment été finalisée pour moi avec Jules Ferry à partir de juste après la Commune de Paris. Donc, alors là, je suis obligé de faire un tout petit peu d'histoire vite fait, mais non, ça, j'en parlerai après. Mais en gros, l'éducation nationale, ça va nous permettre de créer
artificiellement des inégalités dans la société qui sont basées sur le savoir. En fait, on va normaliser une classe, par exemple, en bons, moyens et mauvais. Les mauvais, ils n'auront pas leur bac, ce sera des ouvriers. Les moyens, ils auront leur bac, ils iront à la fac s'ils le souhaitent, mais ils ne pourront pas accéder aux grandes écoles. Donc, ça va être la classe moyenne. Et ceux qui ont une belle mention au bac, ils pourront faire les grandes écoles. Et c'est comme ça qu'on va créer artificiellement des inégalités dans le système de la République. Après, le baccalauréat, c'est pareil. Je veux dire, tu as fait tes 12 ans d'études, tu as allé jusqu'en terminale, tu as la moyenne. Donc, comme en Belgique, tu pourrais aller à la fac. Mais non. Là, il y a une barrière. À quoi sert cette barrière du baccalauréat? C'est pas pour permettre aux gens d'aller à l'université, c'est pour empêcher certains d'y aller. Et ces gens qui ne pourront pas aller à l'université, comment on les appelle? Les ouvriers. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ces gens qui n'ont pas le droit d'aller à l'université, qu'on appelle des ouvriers, eh ben, c'est eux qui payent pour la fac avec leurs impôts. C'est assez marrant quand même quand ils pensent. Bon, je passe la suite, les médias de masse, Pôle emploi, la sécurité sociale. Par exemple, la sécurité sociale a plusieurs fonctions. Elle a une fonction qui permet de répartir le budget pour permettre à tous les citoyens français d'avoir accès à un soin de santé. Mais également, pour faire ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ficher tous les citoyens. Toi, Akina, tu es fiché par la Sécu. Moi aussi, j'ai un numéro de Sécu. Donc, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal. Ça a plusieurs fonctions. Pareil, les hôpitaux, il doit y avoir 1500 hôpitaux en France. Ça a été décidé par des personnes. Les élections, c'est quelque chose qui existe. C'est pas une obligation, mais ça existe. C'est une pièce d'ingénierie sociale qui est basée sur une manipulation psychologique qu'on appelle le double faux choix. Dis-moi, Akina, toi, est-ce que tu préfères voter pour Le Pen ou pour Macron? Est-ce que tu préfères voter pour Le Pen ou pour Sarkozy? La peste ou le choléra? Un coup de poing ou un coup de pied dans les fesses? Qu'est-ce que tu préfères? Voilà. Donc, ça s'appelle un double faux choix. C'est une technique de manipulation qui permet d'enfermer ton esprit dans deux choix qui seront les mauvais. Voilà, c'est quelque chose qui marche très bien avec les enfants et c'est le principe des élections de la République. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Avant 45, je crois, ça n'existait pas. C'est avant 45 parce que c'est entre 30 et 45, je crois que c'est créé. Donc, comme l'explique très bien Franck Lepage, à part la France, il y a 3 autres grands dirigeants de pays qui ont un ministère de la jeunesse. Il y a Hitler, Mussolini et Staline, mais il y a également 3 autres grands dirigeants de pays qui ont un ministère de la culture. Hitler, Mussolini, Staline. Et là, tu te dis, c'est sûrement pour nous aider à être plus libres. De la même façon, la création de la retraite, j'allais dire pour tous, mais la caisse de retraite en 45, c'est de l'ingénierie sociale. Le RMI, pareil, c'était de l'ingénierie sociale qui permettait de stabiliser le système en évitant qu'il y ait 1 million de personnes avec rien à manger qui soient prêtes à tout, juste pour nourrir leurs gosses. Donc, en partant de ça, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup d'organisations qui, dans notre France à nous, sont des pièces d'ingénierie sociale qui sont là pour déterminer le cadre, pour avoir des fonctions, des fois pour nous aider et souvent pour nous fliquer, je pense qu'on peut le dire. Donc, ensuite, je vais vous présenter quelques actions d'ingénierie sociale. Alors, j'essaie de faire la différence parce que pour faire de l'ingénierie sociale, tu n'es pas obligé de créer un nouvel organisme. Tu peux modifier le fonctionnement d'un organisme pour modifier son effet. Par exemple, au lieu de te servir des grands médias pour diffuser de l'information, tu peux te servir des grands médias pour censurer de l'information. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, Akina, il y a quelques années, pendant la période des Gilets jaunes, il y a le gouvernement, donc le contrôle de l'esprit, a proposé ce qu'ils ont appelé le grand débat. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Extraordinaire. La mascarade incroyable. Je te laisse continuer, mais après je ferai une remarque. Ah oui, avec plaisir, autant que tu veux. Donc le grand débat, qu'est-ce que c'est? C'est une opérationnalisation d'une théorie qu'entre nous, on appelle la théorie du sentiment de liberté. C'est-à-dire que ce qui compte, ce qui va te motiver, toi, dans ta vie,
c'est pas la liberté, c'est le sentiment d'être libre. Donc, comment on va faire? On va dire, c'est le principe de la consultation. On va dire, écoutez, je vais vous donner du sentiment de liberté, vous avez le droit de me dire ce que vous voulez. Je vous écoute, mais c'est moi qui prends les décisions. Donc, toi, tu te sens libre parce que tu peux parler, mais en vrai, c'est moi qui vais prendre les décisions. Donc ça, c'est une arnaque qu'on appelle le sentiment de liberté. Je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai le temps d'en dire un peu plus, mais ça avance quand même, donc on va enchaîner. Mais ça, le sentiment de liberté, c'est vraiment un truc qui marche très bien, c'est dans la psychologie sociale. On peut modifier des normes grâce aux organismes qu'on a déjà créés. On peut, par exemple, transformer le RMI en RSA. De cette façon, les personnes, là, à partir de l'année prochaine, qui vont vouloir toucher le RMI seront obligées de travailler gratuitement. Ça s'appelle l'esclavage. Donc, on peut tout à fait transformer un outil de support pour les plus pauvres en un outil d'oppression et d'esclavage. Parce qu'une fois que quelques patrons auront pris des employés gratuits au RSA, les patrons d'en face vont être obligés de faire de même pour limiter leurs charges salariales et pour faire face à la concurrence de ce concurrent qui a de la main-d'œuvre gratuite. Donc, grâce à ce système, j'espère que bientôt, il y aura beaucoup d'esclaves en France, peut-être des millions. Il faut y penser comme ça. Les conséquences peuvent être extrêmement graves. Donc ça, c'est juste pour expliquer qu'on peut modifier le fonctionnement d'une structure pour même inverser ses résultats. Si on arrivait à faire en sorte que l'hôpital ne soigne plus des gens, mais les tue, alors peut-être qu'on pourrait réduire la population mondiale, par exemple. Tu voulais faire une remarque, Akina, sur le grand débat, mais j'ai enchaîné. Je te prie de m'excuser. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste le grand débat, on l'a tous su, c'était une grande mascarade. Mais ce qui est très intéressant, vu qu'il y a beaucoup de mépris des élites qui nous expliquent souvent qu'on ne peut pas comprendre le monde, que le peuple n'est pas en capacité de gouverner la cité, etc. Il y a eu, face au grand débat qui était une mascarade, on l'a tous vu, je vais pas te développer dessus. D'ailleurs, même les cahiers de doléances étaient introuvables. Il y a des gens qui les ont demandés, ils n'ont jamais réussi à accéder aux cahiers de doléances, ce qui est quand même extraordinaire. Alors qu'il y a des citoyens qui qui ont pris de leur temps dans leur quotidien pour pouvoir aller à la mairie remplir des cahiers de doléances. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu le vrai débat. Et le vrai débat, c'était monté par des citoyens d'une manière beaucoup plus démocratique et transparente. Et c'est exceptionnel. Si vous n'avez pas suivi le vrai débat, allez voir. De mémoire, il y avait 42 propositions. Je ne sais pas si c'est 42, mais en tout cas, à 2-3 près, c'est 42. Et si vous lisez les 42 propositions, vous voyez l'intelligence populaire. Je dis pas que le peuple fait pas des erreurs, mais de toute façon, c'est la base de l'apprentissage. Apprendre, c'est essai, erreur, réajustement. Donc en fait, oui, si on se gouverne d'une manière plus démocratique, ou démocratique à l'échelle populaire, et ben en fait, oui, on fera des erreurs, mais ça, on a besoin de l'erreur pour pouvoir réajuster derrière. Et donc quand vous regardez les 42 propositions du vrai débat, c'est brillantissime dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, de l'éducation, du transport, de l'écologie, de la corruption, des lobbies, mais c'est génial. Et là, ça montre évidemment ceux qui sont engagés dans le vrai débat à l'échelle citoyenne. Je crois que c'était 30 ou 40 000 personnes de mémoire. C'était des gens qui étaient déjà engagés, donc peut-être qu'ils avaient un bagage politique et culturel, un capital aussi peut-être social qui leur a permis de faire des propositions intéressantes. Mais voilà, peut-être ceux qui s'intéressent moins à la politique vont aussi s'appuyer sur l'expertise d'autres citoyens et non pas des experts, des technocrates, des invités de plateau qui sont toujours les mêmes. Donc voilà, c'était juste cette petite remarque et on a vu dans la continuité la convention citoyenne autour du climat où encore une fois, ils avaient promis que toutes les propositions de la convention citoyenne seraient mises en place et en fait, ils ont quasiment tout jeté à la poubelle pour servir encore évidemment les intérêts de leurs amis, vu que par exemple, ils voulaient taxer les gros véhicules de plus de je sais pas combien de chevaux. Ah non, faut pas toucher à la Porsche du cousin ou du tonton. Pas toucher à mon Porsche Cayenne. Hein. C'est ça, exactement. Voilà, je te laisse continuer. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très à propos ce que tu dis. Hein. Je peux pas dire mieux, alors je vais passer à la slide suivante. Alors, donc voilà. Là, pour le coup, on a vu que l'ingénierie sociale peut modifier la norme et modifier la norme pour modifier le comportement des groupes sociaux. Là, on a vu depuis entre 2020 et 2023, je vais dire, on a vu qu'il y a eu beaucoup de modifications comportementales sur les normes de sociabilisation, c'est-à-dire salut, ça va, on se serre la main, on se fait la bise, tu vois, sur la vie normale, sur les choses normales de la vie. Ça, c'est de la norme et c'est de la modification comportementale.
Mais l'ingénierie sociale peut modifier d'autres choses, les représentations sociales et plein d'autres trucs dont on ne va pas parler ce soir parce qu'on n'a pas le temps, c'est dommage, mais voilà. Donc, ça c'est le moment où je me demandais s'il y avait des questions, mais moi je me pose quand même une petite question, et c'est une question que je voudrais poser avec toi, Akina. La question que je me pose, c'est, après tout ça, moi j'ai envie de me demander si toute notre société ne serait pas qu'un grand mensonge, en fait. Tu vois. Et je ne parle pas de la finance, je ne parle pas de l'escroquerie bancaire, je ne parle pas du complexe pharma-industriel, je ne parle pas de corruption, mais si on met tout bout à bout, on pourrait se demander si tout ça n'est pas juste une grande arnaque depuis le début. La société du spectacle. La société du spectacle. J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pu écouter la version lue. Et j'avoue que c'est quelque chose que je fais souvent, d'écouter une version lue d'un livre sur YouTube, par exemple. Et à côté, comme ça, je fais le ménage et la vaisselle et ça avance, parce qu'on n'a pas toujours le temps de lire. Mais celui-là, il est sur ma liste. Alors, ça, c'était la deuxième partie. C'était pour décortiquer un petit peu qu'est-ce que ça pouvait être l'ingénierie sociale. On voit qu'en fait, c'est extrêmement vaste et ça conditionne énormément notre formation en tant que citoyen, en tant que personne. Dans la partie d'après, en fait, on va essayer de faire un peu plus d'empowerment. Dis-moi, est-ce qu'on est bien sur le timing là ? Je pense qu'on a fait les 2 tiers. Tout à fait. Hein. Non, on est très bien, et si on déborde un peu, c'est pas grave. Et d'ailleurs, vu qu'on est frustré de pas pouvoir approfondir certaines notions, sachez que Yann va revenir prochainement en 2024 sur le front médiatique, faire d'autres conférences sur d'autres sujets. Et donc, ça permettra de continuer, parce qu'à la fois, le but, c'est pas de faire des émissions de 4 heures. Et déjà, je remercie toute la communauté de prendre le temps sur le front médiatique de passer 1h30 ou 2 heures, ou en tout cas à regarder des grandes parties d'émissions. Donc, non, prends le temps. Si on déborde un peu, c'est pas grave, mais soyez pas frustrés. Yann reviendra parce que vraiment, je pense que c'est des thématiques qu'il faut qu'on continue, enfin qu'on approfondisse et qu'on continue d'aborder, parce que moi je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps dans les médias indépendants à parler d'actualité, à parler de, moi je dis c'est l'écume de la vague, où en fait plutôt que de regarder comment se construisent les vagues, en fait on passe trop de temps à débattre, à discuter, à polémiquer, à faire du pathos et du buzz sur des conséquences systémiques. Et en fait, c'est moi ce qui m'intéresse avec le front médiatique, c'est travailler sur le système, essayer de comprendre les acteurs système, et non pas m'intéresser simplement tous les jours. De toute façon, on sait qu'il y a un élu qui est corrompu et qui est condamné par la justice. Donc, tous les jours, on peut partager une actualité de BFM, CNews ou Le Monde qui dit que Monsieur Dupont, le préfet, ou Madame Dupont, l'assistante du ministre, est corrompue. Donc, là, c'est bon, on a compris. Donc, maintenant, essayons de prendre de la hauteur, et c'est ce que tu fais ce soir avec nous, et je te remercie. Eh ben, je t'en prie. C'est un des jobs en fait du psychologue du travail, c'est-à-dire que à un moment, il faut prendre de la hauteur sur une entreprise, un groupe social, une association, ce que tu veux, pour arrêter de dire que c'est la faute à Jean-Pierre ou à Jean-Jacques. C'est en fait un fonctionnement systémique. On va se demander si on ne peut pas changer de fonctionnement systémique. C'est le système qui nous intéresse. Donc là, à partir de maintenant, là, on va plus pas faire de l'empowerment, c'est-à-dire que je vais essayer de vous passer des outils qui sont fonctionnels, qui marchent, des outils de réflexion, des outils d'analyse. Et je vous invite vivement à vous en saisir, parce que, enfin, en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Alors, pourquoi j'ai mis la liberté, ça n'existe pas ? Parce que moi, je voudrais être libre, toi, tu voudrais être libre, on voudrait tous être libres. Sauf que je suis pas libre, je dois aller bosser pour nourrir ma famille. Je suis pas libre, il faut que je m'occupe des gosses, que j'aille les chercher à l'école. Je suis pas libre, il faut que je fasse le ménage. En fait, on n'est jamais vraiment libre les uns des autres. Hein. Ce qui n'existe, par contre, c'est le pouvoir. Comment est-ce qu'on envisage la liberté dans ce qu'on appelle l'analyse stratégique des organisations complexes ? On appelle ça la zone d'incertitude. Alors, c'est pas évident à expliquer, donc là, on va prendre 2 minutes parce que c'est vraiment un concept important. Moi, je ne peux pas contrôler ton comportement, Akina, à 100%. Tu ne peux pas contrôler mon comportement à 100%. On est
pas dans un système complètement démocratique, toi et moi, dans ce qu'on fait en ce moment-là tout de suite. C'est-à-dire que là, on est chez toi, dans ton studio, et donc, c'est toi le patron. Si je commence à me foutre à poil et à faire n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est que tu vas me couper et puis on va passer à autre chose. Parce que, bah oui, c'est bête à dire, mais tu as ce pouvoir sur moi de couper la conférence à tout moment. Donc, je ne peux pas faire complètement n'importe quoi. Je peux évoluer et tu ne sais pas exactement ce que je vais te dire la minute d'après. Donc, j'ai une certaine liberté, une certaine zone d'incertitude, mais je ne pourrai pas faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, tu vas me couper. Ce qui va définir les rapports de pouvoir entre êtres humains, c'est la capacité à limiter la zone d'incertitude de l'autre, c'est-à-dire son degré de liberté. La première chose que je fais avec un esclave, quand j'achète un esclave, c'est que je lui mets des chaînes. Comme ça, il ne peut pas courir. Sa zone d'incertitude, la zone où il peut courir, est réduite. Après, je vais le bâillonner. Comme ça, il ne pourra pas parler, il ne va pas m'emmerder. Donc, je réduis encore sa zone d'incertitude. Mais même un esclave, il a toujours un tout petit peu de zone d'incertitude, ce qui fait que des fois, il y a des révoltes d'esclaves. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le gouvernement arrive à réduire ta zone d'incertitude à 0, alors tu as perdu. Tu as perdu cette partie parce que tu es un esclave. Mais tu as perdu aussi toutes les autres parties d'après parce que tu ne pourras plus jamais gagner un seul point d'incertitude. Si on peut imaginer un monde orwellien comme celui de Big Brother, là, la zone d'incertitude est diminuée à 0 parce que tu as été génétiquement modifié, tu as été endoctriné, tu as été drogué, il y a des caméras partout, ce qui fait que quand tu es à 0, ça y est, c'est fini, tu as perdu, et tu as perdu pour toute la vie. Et tes enfants aussi, et les enfants de tes enfants avec toi. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc, il faut faire la différence entre quand le pouvoir réduit ta zone d'incertitude en tant que citoyen, par exemple, quand il met des caméras partout, et la solution à ton problème. Par exemple, la sécurité. Tu as peur de te faire agresser le soir. En fait, ce n'est pas une caméra qui va empêcher de te faire agresser. S'il y avait une maladie qui serait très dangereuse et qui se répartissait sur la population, réduire la zone d'incertitude du peuple, ça ne servira à rien. Ce qu'il faudrait faire, c'est soigner les malades. Donc, si je t'enferme chez toi et que je te mets des chaînes, ça ne va pas t'aider à aller mieux. Il faut vraiment faire la différence. Si tu arrives à faire la différence entre la réduction de ta zone d'incertitude et ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème, tu t'apercevras que souvent, il y a une très grosse différence. Donc, ça, c'est vraiment un concept très important à intégrer et on le retrouve donc dans L'acteur et les systèmes de Crozier-Friedberg. C'est l'ouvrage de base de l'analyse stratégique des organisations complexes. Ça vaut le coup d'être lu. Donc, la slide d'après, vu que la liberté, ça n'existe pas, on peut se demander, est-ce que la démocratie, ça existe ? J'ai une mauvaise nouvelle. La démocratie, ça existe, mais ce n'est pas un système. Quand on te dit, dans nos démocraties, clairement, c'est une arnaque. Parce que la démocratie, ce n'est pas un système. La démocratie, c'est une méthode d'organisation. Là, comme on a dit, avec Akina, on est sur de la collaboration, mais ce n'est pas vraiment de la démocratie. Parce que le kraté, le pouvoir, c'est plus Akina qui l'a. Mais j'en ai un petit peu quand même. Donc, on ne pourrait pas parler vraiment ici de démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie, il faudrait que lui et moi, on soit vraiment égaux, c'est-à-dire qu'à tout moment, j'appuie sur mon bouton et puis je l'éjecte. Parce que j'aime pas comment t'habilles ton pull aujourd'hui, alors je te sors. Voilà, là, on est dans un rapport de pouvoir égal. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre. Ça veut juste dire qu'on a autant de pouvoir, toi et moi. Ça peut se retrouver, par exemple, dans un couple ou dans une famille. Dans un couple, on peut dire que ce n'est pas démocratique parce que madame, par exemple, va faire les corvées ménagères et monsieur va aller au travail et c'est tout. Ça ne va pas être tout à fait démocratique. Par contre, ils peuvent prendre ensemble des décisions démocratiques concernant tout le reste. Donc, la démocratie, c'est une méthode. Et dans ton système, si tu as 0 méthode démocratique incluse, comme dans la République, par exemple, alors on va dire que ce système n'est pas démocratique. Par contre, si tu as de l'autre côté beaucoup de méthodes de choix démocratiques
incluses dans ton système, alors ton système sera très démocratique. Mais ça ne sera jamais vraiment une démocratie car tu ne seras jamais vraiment libre. C'est notre condition d'être humain. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir un système plus démocratique que ce qu'on a en ce moment. Alors, en fait, c'est quoi la démocratie? C'est une méthode d'organisation. Donc là, on va commencer à parler d'organisation. Donc, généralement, on pense que dans une entreprise, dans une organisation, on va avoir une ressource budgétant, c'est-à-dire des dollars et du temps. On va avoir des ressources matérielles, c'est-à-dire par exemple du bois, du fer, de l'aluminium, des matières de base, du papier. Et on va avoir des ressources humaines, ça veut dire des vraies personnes. Et on va mixer tout ça à travers une organisation pour avoir un certain résultat. Donc, je peux augmenter mon budget pour avoir plus de résultats. Je peux augmenter mes ressources matérielles, donc avec souvent plus de budget pour avoir plus de résultats. Et je peux mettre plus de bonhommes ou plus de madames pour avoir plus de résultats. Mais je peux aussi modifier mon organisation de travail pour avoir un résultat différent parce que, ultimement, c'est la façon dont je m'organise qui va déterminer le résultat. Là, aujourd'hui, on est organisé comme une république. Et les résultats qu'on a, je veux dire, que ce soit la corruption, la guerre, les injustices, etc., c'est juste le fruit de notre façon de nous organiser, de notre organisation. Si on avait une organisation tout à fait différente, on aurait des résultats différents avec les mêmes ressources en budgétant ressources matérielles et ressources humaines. Voilà. Donc, c'est là que je parle de symptômes organisationnels. Ça, c'est un truc de base de la psychologie du travail et des organisations. C'est que on a vu au-dessus que, je le remets, mais l'organisation détermine le résultat et les ressources humaines sont intégrées dans l'organisation. Mais ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, la façon dont on s'organise va avoir un effet puissant sur le psychisme des personnes qui sont dans l'organisation. Le résultat de notre travail dépend de la façon dont nous nous organisons. Ce que nous vivons actuellement en France en 2023 est une conséquence de notre modèle organisationnel, donc la République capitaliste, basée sur la domination sociale d'un côté et la concurrence de l'autre. Donc, si c'est basé sur la domination et la concurrence, on pourrait se demander, est-ce que la concurrence n'a pas un effet sur notre psychisme? Donc, c'est là que je vais vous parler de l'expérience de Muzafer Sherif, en fait, lui qui a beaucoup travaillé sur les représentations sociales, sur la norme et sur plein d'autres choses. Franchement, c'est un psychologue incroyable. Il a créé une expérience qui s'appelle la caverne des voleurs. Alors, la caverne des voleurs, pour faire vite, ça se passe dans un camp de vacances pour enfants. Et au début de 3 semaines de vacances, on va dire que c'est comme les colonies de vacances, il y a 3 semaines. Donc la première semaine, on fait rien de spécial, on fait des jeux comme d'habitude et on mesure les représentations sociales des enfants les uns envers les autres. C'est-à-dire comment ils perçoivent les autres, positivement ou négativement. La deuxième semaine, on va faire des jeux d'opposition et on va s'apercevoir, on va faire 2 groupes, les jaunes et les bleus. On va s'apercevoir très vite qu'au bout de 3 jours, les enfants commencent à développer des représentations sociales négatives. Les jaunes, ils sont nuls, ils sont méchants, ils trichent. Ah, les bleus, ils puent des pieds. En plus, ils sont pas sympas. Tu vois ? Et ça, c'est un effet direct de la mise en concurrence. On va développer des visions de l'autre qui sont négatives. Si par exemple, Akina et moi, on était en concurrence pour le même job, c'est sûr qu'on s'aimerait pas beaucoup. Et la 3e semaine, les expérimentateurs vont inventer un problème sur le camp de vacances. Ils vont créer un manque d'eau. En fait, ils vont couper l'eau. Ils vont créer toute une situation où les enfants vont être obligés de tous travailler ensemble pour pouvoir ramener l'eau au camp. Et donc là, on est clairement dans la coopération et on se rend compte qu'en moins de 3 jours, les stéréotypes négatifs s'en vont. Les enfants redeviennent copains. Et ça, c'est pas génial, ça, hein ? Moi, j'adore. Génial.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une organisation sociale humaine, si on met les personnes en concurrence, en fait, elles vont finir par se détester. Si on les met en collaboration, elles vont finir par bien s'aimer. Et même dans des cas extrêmes, hein, je ne sais pas si t'es déjà arrivé au boulot, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir un monsieur qui est raciste, hein, qui, par exemple, passe de « moi, j'aime pas les Arabes » à, après avoir travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec un monsieur maghrébin, qui va dire « bon, moi, j'aime pas les Arabes, mais il y en a des biens ». Alors, c'est pas dingue, mais on se rend compte qu'il y a une modification de la représentation sociale due au travail en coopération. Et ça, moi, je l'ai observé plein de fois dans ma vie, peut-être que toi aussi d'ailleurs. Une anecdote qui m'a traumatisé vraiment, c'est en entreprise une fois, à l'école une fois, un professeur de communication qui nous transmettait aussi un peu des conseils pour notre carrière en termes un peu de stratégie. Et il me disait, il y a 5 conducteurs de travaux dans votre entreprise. Il y a un problème sur un des chantiers pour un autre conducteur de travaux. Il vient vous voir pour vous demander la solution. Vous avez la solution, surtout, ne dites pas la solution à l'autre conducteur de travaux. Attendez que le conducteur de travaux aille voir le directeur d'agence. Le directeur d'agence, lui, c'est un gestionnaire, il ne sait pas trouver la solution. Il ira solliciter les autres conducteurs de travaux et c'est vous qui allez trouver la solution et donc vous allez monter plus vite dans la hiérarchie de l'entreprise. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris une claque, quoi. Mais je me suis dit, mais attends, mais dans quel monde je vis? Et ça, c'est notre prof de com qui nous apprenait ça à l'école. Et moi, à la pause café, je demande à mes camarades, ça vous a pas choqué? Ben non, il a raison. Et là, j'ai compris que j'étais un peu bizarre, quoi. Mais je te rends la main. Bah, c'est pas que t'es bizarre, c'est que t'es bisounours. Un peu, oui, clairement. Mais voilà, ou dans quel monde vit-on? On vit dans le monde du travail. Ça, c'est juste un effet de la concurrence. C'est clair que si tu aides ton collègue de travail, tu pourras pas lui marcher sur la gueule. Et il faut se faire valoir dans le monde du travail. C'est clair et net. Le but du jeu, souvent, pour un acteur, quand je dis un acteur, c'est un travailleur dans une entreprise, c'est pas que l'entreprise marche bien. Un des buts du jeu, souvent, d'un acteur d'une entreprise, quel que soit cet acteur, c'est de monter dans l'entreprise, avoir un meilleur poste, une meilleure place, plus d'argent, des avantages. Et le truc, c'est qu'on est en concurrence, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde en haut de la pyramide, hein, c'est clair. Alors, imaginons, maintenant, pensons à l'école qui prend 30 enfants, qui les met dans une même classe et qui les met en concurrence sur de la notation. Est-ce que ça va les aider à être solidaires, à grandir ensemble, à bien s'aimer, à jouer ensemble? Il y a peu de chance. Hein. Il y a peu de chance. D'ailleurs, le premier de la classe, souvent, personne l'aime. Et le deuxième non plus. Alors, donc là, on a parlé des effets de la concurrence. Et moi, ce que je voudrais enchaîner sur différents modèles organisationnels. Parce qu'on a vu qu'il y a la République. C'est le nôtre à nous, qu'on nous a imposé. Donc là, c'est un tableau un peu... celui-là, moi, il me fait mal aux yeux quand même. Hein. Mais alors, moi, je fais la différence entre deux familles, on va dire hétéro-organisation. Donc, c'est mon boss, c'est mon supérieur hiérarchique qui va m'organiser, qui va organiser ma tâche, mon travail, ma vie professionnelle ou sociale. Et d'un autre côté, l'auto-organisation, comme tu disais tout à l'heure, autogestion. Donc là, je n'ai pas trouvé de modèle organisationnel d'autogestion, d'auto-organisation. Ça s'appellerait une démocratie. Et moi, à ma connaissance, dans le monde entier, ça n'existe pas. Après, si tu en connais, je serais très heureux qu'on aille en vacances là-bas. Mais dans le monde entier, j'en ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai mis, ce sont des outils d'auto-organisation. Et une méthode ou un système, c'est quoi? C'est un assemblage d'outils. Donc, d'un côté, les hétéro-organisations, donc je mets tout le monde dans le même sac, hein, capitalisme, communisme, socialisme, fascisme, totalitarisme. En fait, on pourrait dire que, d'une certaine façon, c'est tous la même chose parce que c'est un supérieur hiérarchique qui va m'organiser, le pouvoir, il descend. Dans un modèle d'auto-organisation, d'autogestion, en fait, le pouvoir va plutôt rester à plat et on va essayer de s'organiser ensemble. Alors, je le dis parce que c'est écrit tout petit. Dans les outils d'auto-organisation, j'ai mis bien sûr le référendum d'initiative citoyenne,
J'ai mis une manifestation. J'ai mis une manifestation citoyenne, mais ça veut dire organisée par des citoyens. Un média indépendant, un citoyen, là c'est moi qui applaudis, bravo. Un système bancaire citoyen, ça peut être imaginable. Un management un peu dans le genre des sociétés coopératives ouvrières de production, mais il faut faire attention que ce ne soit pas une arnaque. Mais également convention citoyenne, assemblée citoyenne, débat citoyen, éducation populaire, lien social, association citoyenne. Tout ça, ça peut être des outils d'auto-organisation. Par contre, là où il faut faire super attention, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme des groupes non structurés. Alors, les groupes non structurés, ça veut dire toi, moi, avec quelques amis, on est une dizaine de personnes, on décide de faire un groupe et on décide de on va faire comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Ce qui risque fortement de se passer, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est que le ou les plus dominants du groupe, tout simplement vont dominer les autres. Et il va commencer à y avoir des écarts qui vont se creuser et certains vont prendre des postes de pouvoir et en fait, ton organisation à plat va se retrouver pyramidale, voire totalitaire. Moi, j'ai observé ça sur le terrain de nombreuses fois. Donc, moi, ce que je conseille quand on crée un groupe, c'est tout de suite se mettre d'accord sur la répartition des pouvoirs. Soit dans une association trésorier, secrétaire, président, il faut répartir ça pour casser la pyramide des pouvoirs et mettre un petit peu tout à plat. Alors là, je n'ai pas de recette magique, mais j'espère que vous prendrez ces outils, que vous allez les accaparer et que ça pourra vous aider dans le futur. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, Yann, excuse-moi de te couper, c'est qu'en fait, l'être humain, on le sait tous, a sa part d'ombre et sa part de lumière. Et en fait, le problème de concentrer la notoriété, l'argent, le pouvoir, ça fait que même les plus belles âmes, entre guillemets, les plus belles personnes qui ont, on va dire, on leur donne du pouvoir, de la notoriété ou de l'argent parce qu'on voit que c'est des gens qui ont des valeurs, qui ont qui sont presque incorruptibles, qui trahissent pas, qui ont de la loyauté. Et en fait, l'être humain a cette part d'ombre qui fait que quand on donne trop de pouvoir, d'argent ou d'influence à quelqu'un, ça devient dangereux et très souvent, il est perverti. Je vais pas donner d'exemple de personnes emblématiques qui sont connues en France. C'est pas la peine. Y a pas besoin. Mais je veux dire, je connais des gens personnellement qui sont des personnes très respectées dans la sphère de l'information indépendante, entre guillemets des complotistes. Et au final, on se rend compte quand on leur donne trop, qu'on donne trop à l'être humain. Et là, c'est des cas concrets sur le terrain. Et en fait, ces gens-là, ils prennent des chemins qui sont ambigus. Et donc, c'est pour ça, arrêtons de donner trop à un et répartissons à beaucoup. Je suis encore une fois complètement d'accord avec toi. Et en même temps, je ne suis pas d'accord. Parce que dans le concret, ça s'observe. Je l'ai vu, tu l'as vu, on a tous vécu ça à un moment ou à un autre dans notre vie. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu parles d'une part d'ombre et de lumière dans l'être humain. Et moi, je ne crois pas qu'on ait ça, en fait. Je pense qu'on fonctionne. Je pense qu'on fonctionne d'une certaine façon dans un certain domaine. Par exemple, toi, Akina, on ne se connaît pas très bien, mais je pense que tu es quelqu'un d'extrêmement déterminé dans ton combat citoyen. Et je ne dirais pas que tu es complètement incorruptible, mais tu as de fortes valeurs. Maintenant, je te mets au Sénat avec combien ils prennent 6 000 balles par mois, plus 20 000 euros d'argent de poche. Et tu vas garder tes convictions, tu vas garder ton combat, mais en même temps, tu vas être normalisé par ce nouveau groupe d'humains. Et un jour, tu vas rentrer chez toi et tu vas dire à ta femme et à tes enfants, écoutez, vraiment, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc, à partir de maintenant, c'est fini les belles écoles. Ma chérie, tu vas vendre tes voitures et tes tailleurs Chanel. On va retourner habiter dans un HLM et tout ira bien. Je pense que ta femme, elle va te dire, mais t'es un irresponsable. Et peut-être bien qu'elle aura raison. Alors, je te prends comme exemple. Merci pour ta remarque. Parce que tu es le chevalier blanc. Mais c'est juste pour dire que notre comportement et notre fonctionnement, hop, là je reviens, va être modifié par ce qu'il y a autour de nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles la République, ça ne marchera jamais. C'est que si tu prends n'importe quelle personne, tu la mets tout en haut du système, tu vas lui dire
Mais pourquoi tu es en haut? Elle va te dire, ben, c'est parce que je suis meilleur que les autres. Ça s'appelle de la dissonance cognitive. Et on y est tous sujets. On y est tous sujets. Sauf que bien des fois, en fait, tu es en haut du système parce que tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche et c'est tout. Bon. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Hein. Donc, ça, c'était juste pour expliquer que moi, je pense que si on veut se sortir de ce problème qu'on a dans la République, qu'on aura dans n'importe quel style d'hétéro-organisation, il faut passer à de l'auto-organisation. C'est la seule sortie. Donc, là, on va parler de réunion. Ah, il me manque une slide, mais c'est un scandale. Ah, putain, il me manque une slide, elle a disparu. Bon, c'est pas grave. Alors, on va le faire en vocal. Donc, la réunion. Si on voulait... quand on se réunit avec un groupe de personnes, que ce soit une association ou des copains, pour prendre des décisions qui fonctionnent bien, on va avoir besoin nécessairement de 3 phases de la réunion. Une réunion, pour qu'elle marche, nécessite toujours 3 phases. 1, la phase d'information. Je suis informé du contenu de la réunion à l'avance et j'ai eu le temps de bosser un petit peu. Tu vois. 2, la phase de délibération. C'est-à-dire que toi et moi, on va parler le pour, le contre. Et moi aussi, de mon côté, je vais y réfléchir tout seul ou peut-être que je vais en parler avec mes amis ou ma voisine. Et 3e phase, la phase de décision. C'est-à-dire qu'on va décider ensemble de ce qu'on va faire. Donc, comment ça marche, l'arnaque? C'est que, dans la République, tu vas pas avoir la phase de décision. Donc, c'est plus une réunion, ça ne marche plus. Ensuite, par exemple, si on empêche les groupes sociaux de se retrouver, par exemple, on empêche les gens de sortir de chez eux ou d'aller au bar pour se retrouver et discuter, eh bien, on enlève la phase de délibération. Donc là, il ne te reste plus que l'information. Et après, si j'utilise les médias pour donner de l'ininformation, ou de la désinformation, alors en fait, là, j'ai accaparé les 3 phases de la réunion et aucun groupe social ne pourra plus jamais fonctionner et prendre des décisions au niveau de son organisation. Donc, ce qui va être nécessaire de faire, c'est de, reprendre l'information. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Akina, par rapport aux canaux d'information citoyenne. C'est peut-être pas ce qu'on fait là en ce moment, mais c'est quelque chose d'important. On est tous d'accord. Deuxièmement, il va nous falloir délibérer, c'est-à-dire un espace dans lequel on puisse discuter tous ensemble pendant des heures et des heures. 3e chose, il va falloir qu'on reprenne le pouvoir de décider. Parce que si tu es informé, que tu délibères et que tu ne décides pas, ça s'appelle l'arnaque de la coopération. C'est-à-dire, ça revient sur le sentiment, la théorie du sentiment de liberté. Tu as le droit de parler, mais c'est moi qui décide, t'es sympa, reste chez toi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous, en France, on puisse changer la France, en fait? Faudrait qu'on organise quelque chose qui ne serait pas forcément des élections où on élirait un président ou un roi. Il faudrait organiser comme une sorte de réunion, et ça serait une réunion, on serait 70 millions à s'informer, délibérer, décider ensemble. Et c'est pour ça qu'on nous dit depuis tout ce temps que, mais vous comprenez bien que 70 millions de personnes, on ne peut pas les faire entrer dans la même pièce, donc ça ne marchera jamais. Alors moi, c'est le seul argument que je retiens depuis toutes ces années. Bon, bien sûr, c'est un argument, c'est de la foutaise, mais donc il s'agirait, bien sûr, mais quand on n'a pas d'argument, on n'a pas d'argument. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est organiser une forme de réunion avec 70 millions de Français. Imagine le challenge. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas tricher pour réussir à faire ça? Parce que moi, mon boulot, le boulot du psychologue du travail, entre autres choses, c'est aussi de tricher avec l'organisation pour que ça se passe bien pour les gens, les citoyens, les travailleurs et les travailleuses. Donc, je passe à la suite et je crois que c'est presque la fin. Ouais, c'est ça, c'est la fin. Donc, on avait discuté déjà avec Akina du RIC, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est un outil vraiment exceptionnel pour faire tourner un système démocratique. Le problème, c'est que c'est un gros moteur, mais il n'y a pas les roues. Il n'y a pas forcément les guidons, le levier de vitesse. Il n'y a pas la clim ou le porte-gobelet. Donc,
il y a plusieurs pétitions pour le RIC qui ont été lancées, mais on a vu que qu'est-ce qui se passe? On les range sous le tapis, on les jette vite, on les sort avant que ça puisse prendre. Moi, je suis d'accord avec Étienne Chouard quand il dit que le référendum d'initiative citoyenne, la plupart des politiciens savent très bien que c'est leur arrêt de mort qu'ils signeraient s'ils nous le donnaient. Nous, on sait qu'ils savent, et ils savent qu'on sait qu'ils savent. Donc, ils ne nous l'accorderont jamais. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, moi, à leur place, je ne te le filerai jamais. C'est clair et net. Parce que sinon, c'est fini. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on crée un petit système fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire qu'il soit susceptible de fonctionner. Comme un petit système boot qui va nous permettre de lancer nos RIC et de pouvoir permettre aux citoyens de voter pour la démocratie. Donc, ça consisterait en quoi? Ça consisterait, la première phase de la réunion, la phase d'information, les citoyens iraient voter pour leurs propres besoins. Moi, j'ai besoin d'un hôpital qui fonctionne parce que je vais souvent à l'hôpital. Oui, mais moi, j'ai besoin d'une bonne école pour mes enfants parce que j'ai des enfants. Mais moi, je m'en fous de tes enfants. Je n'ai pas d'enfants. Moi, ce que je veux, c'est un salaire correct. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes besoins, mais à des moments différents de la vie. Quand tu as 20 ans, souvent, tu n'as pas d'enfants et tu n'as pas forcément, tu ne penses pas que une assistante maternelle dans ton quartier, ça serait important pour toi. Mais peut-être que dans 10 ans, tu auras des gosses et tu y penseras. Donc, en fait, on a tous les mêmes besoins. C'est récapitulé dans la pyramide de Maslow des besoins humains, mais c'est juste qu'ils ne sont pas en même moment. Donc là, grâce à un vote citoyen qui exprime les besoins du citoyen, on va pouvoir faire le tri là-dedans et proposer des assemblées citoyennes tirées au sort qui vont débattre de ces grands thèmes. Ces assemblées citoyennes vont donc pouvoir proposer des décisions qui ne seront pas validées par le gouvernement, qui seront proposées sous forme de RIC et validées directement aux citoyens. L'avantage de ce genre de petit montage, on pourrait sûrement faire autrement. Bon, moi, je n'ai pas trouvé mieux, mais l'avantage de ce genre de montage, c'est que toute personne, tout citoyen qui vote à un endroit ou à un autre, il vote d'une part pour son propre besoin ou pour ou contre une loi proposée par référendum d'initiative citoyenne, mais en même temps, il vote pour la démocratie et contre la République. Donc, pour réaliser ce genre de modèle, moi j'estime qu'il faudrait environ 500 000 personnes sur le terrain. Même moins, ça pourrait passer avec 300 000, ce qui représente environ 5 à 10% des chômeurs. Donc ça veut dire qu'un chômeur sur 10 ou un chômeur sur 20 suffirait, avec une très belle organisation, pour accomplir ce petit système fonctionnel, ce petit bout de système, et sortir des RIC et faire voter tous les Français et toutes les Françaises pour une démocratie et enfin avancer dans notre fonctionnement sociétal pour aller vers mieux. Voilà, en gros, moi, c'est ce que j'avais à dire. J'ai essayé de faire vite, mais je crois que j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouais, il y a quelques questions. Juste, c'était intéressant, tu proposais aussi des ressources à la fin de ton diaporama que tu m'avais transmis. Je ne sais pas si tu les as toujours. Oui. Là, j'ai mis un petit bonus track. Ouais, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce que j'en parle 2 secondes ou est-ce que juste les gens avec plaisir, ouais, un petit mot, quelques phrases sur chaque livre. Pourquoi tu conseilles chacun de ces éléments? Alors, ça, démocratie, histoire politique d'un mot. Il y a 60% des personnes en France qui ne votent plus. Lisez ce livre et vous comprendrez pourquoi vous ne votez plus. 12 Angry Men, c'est un film de 1957 qui parle de l'influence. Ça se passe lors d'un tribunal. C'est vraiment un classique. C'est très intéressant pour ce qui est la normalisation, la représentation sociale, etc., les phénomènes de groupe. Ensuite, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est un petit gilet pare-balles léger, en fait issus de la psychologie sociale, et qui vont expliquer les principales méthodes d'influence par la psychologie sociale, telles que l'engagement, le pied dans la porte, etc., les classiques. C'est de la psychosociale. Ensuite, le livre d'après, Changement, paradoxe et psychothérapie. En fait, le titre original, c'est Changement
principe de formation des problèmes et principe de résolution des problèmes. C'est un tout petit livre, vraiment, il n'est pas épais, mais alors il est hyper puissant parce que ça parle de changement et de paradoxes, comment créer des paradoxes pour du changement. Mais je pense qu'on en parlera plus tard un autre jour, j'espère. Ensuite, Henri Guillemin, Histoire intégrale, vraiment c'est intéressant cette chaîne YouTube. Thinkerview, l'interview de Francis Depuydéry. Si vous n'avez pas le temps de lire le bouquin et on vous comprend, là en 2 heures, je pense que tu as tout compris. Et enfin, le dernier, je n'arrive pas à le lire parce qu'il y a le truc dessus, mais c'est un morceau de musique. Ouais, Rocking Squat, Fit Ça s'appelle Eternal Démocratie Technique. fasciste. C'est ça. Voilà. Super. Merci pour ces ressources aussi. Ça permettra à tout un chacun d'approfondir. Merci à toi d'avoir pris ce temps-là. C'est vraiment un plaisir. On va prendre quelques remarques, quelques questions d'internautes. Merci à tous ceux qui sont d'ailleurs présents avec nous en direct ou en différé pour ceux qui nous écouteront plus tard. Si certaines questions ou certaines remarques n'ont pas forcément de sens pour toi, tu n'es pas obligé de réagir en longueur. Tout d'abord, une question de Benoît. Benoît Guarani Kaioa qui dit est-ce que la démocratie entre parenthèses la vraie ne doit pas être dissociée d'un contrôle citoyen des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, mais surtout médiatique, éducatif, monétaire, numérique? Alors là, ça lag un peu. J'ai pas bien vu. Est-ce que la démocratie doit être différenciée, dissociée des... Est-ce que la démocratie... exécutive. Ouais, tu peux la lire peut-être? Ouais. Est-ce que la démocratie, la vraie, ne fait pas dissocier d'un conflit citoyen des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, mais surtout médical, éducatif, monétaire, etc. Médiatique. Oui. Non. Pour une démocratie, c'est sûrement important d'éclater les pouvoirs. Alors, le truc, c'est la répartition des pouvoirs. Dans une organisation, il va falloir répartir les pouvoirs pour que, d'une part, il n'y ait pas une personne qui ait beaucoup plus de pouvoir que les autres, que d'autre part, les autres personnes puissent utiliser des contre-pouvoirs. Et en effet, il va falloir qu'on s'occupe de gérer qui contrôle le pouvoir médical, qui contrôle le pouvoir éducatif. Ça va vraiment être important. Sans ça, il n'y aura pas de démocratie. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Une autre remarque de Benoît, question, voter ou élire, peut-être un petit commentaire parce que c'est pas mal revenu dans le chat. En fait, il y a certains internautes qui avaient du mal à comprendre la différence à la fois au niveau conceptuel, mais aussi au niveau conséquences. Ok. Donc, voter, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un truc sur un papier et le mettre dans une boîte. D'accord? Et lire, ça veut dire mettre le nom de quelqu'un sur un papier et après, c'est lui le patron. Donc, la distinction que je voudrais faire, c'est que quand on met un papier dans une boîte, c'est pas forcément pour dire que je veux voter pour quelqu'un. Je peux voter pour un besoin. Je peux voter contre une idée ou pour une idée. C'est une très mauvaise idée de voter quelqu'un, à mon avis, en général. Après, de temps en temps, on a besoin que quelqu'un puisse être délégué par le groupe pour accomplir un petit job qui est clairement défini. C'est les mandats révocatoires et je ne sais plus comment ça s'appelle. Impératif. Et révocatoire, voilà. Impératif. Ensuite, et impératif. Ouais. Ça, il y a un petit décalage de son, il n'y a pas de problème. Après, on continue avec un commentaire de Albarbe qui dit « Salut Yann, ne pas confondre anarchie avec anomie ». Donc, moi, je ne connais pas le terme anomie. Est-ce que ça te parle? Non? Oui, ça me parle énormément. D'ailleurs, on apprendra, si tu veux bien, dans la prochaine émission. L'anomie, c'est défini par Émile Durkheim en 1901 dans c'est le premier livre de sociologie, qui nous explique que l'anomie, c'est quand tu n'as pas de relations sociales, plus de famille, plus d'amis, voilà, ça c'est l'anomie sociale et c'est la première cause de suicide. L'anarchie, c'est l'absence de pouvoir qui vient d'en haut. An, c'est un privatif, arché, ça veut dire le pouvoir. L'anarchie, c'est donc quand il n'y a pas de pouvoir qui dirige, mais que le pouvoir est plutôt à plat. Ce qui est totalement différent, bien sûr, du chaos, parce que, par exemple, dans notre société,
Qui c'est qui dirige? C'est la finance. La finance est un système chaotique, donc la suite, notre société est probablement plus que ce qu'elle n'est ordonnée en vérité, parce qu'on suit les lois de la finance. Merci beaucoup. On approfondira dans d'autres émissions. Un autre commentaire de Albarb qui dit: est-ce que Yann connaît le terme synarchie? Moi, j'ai la chance de connaître. Non, mais je connais pas. La première fois que je le lis, mais ça me plaît bien. Moi, je ne peux pas trop en parler parce que je ne connais pas. Ben, moi, enfin, je suis pas du tout spécialiste, mais on a eu la chance d'accueillir à 7 ou 8 fois l'historienne Annie Lacroix-Rize, qui est spécialiste du début du XXe siècle. Et en fait, la synarchie, c'est un groupe d'intérêt de puissants Français qui, à partir des années 20 de mémoire, qui a contenu pendant toute la Seconde Guerre mondiale et qui, sous d'autres formes, a perduré après la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement voilà, des groupes d'intérêt de puissants, des plus grands puissants français qui se réunissaient pour façonner la France et prendre les décisions de manière tout sauf démocratique. Voilà, donc je ne sais pas s'il parle de cette synarchie qui est ce groupe d'individus. Il nous le dira peut-être en commentaire. Mike, une question de Mike, c'est vaste comme question, on ne peut pas forcément y répondre, mais c'est quand même intéressant. Selon toi, en tout cas, au-delà d'avoir la prétention d'avoir la réponse, pourquoi sommes-nous des rebelles? Vaste question. Pourquoi on est ce soir, il y a des internautes qui regardent le front médiatique et qui ne sont pas devant Miss France? Pourquoi toi et moi, on prend ce temps-là bénévolement pour faire toi, tu fais des diaporamas? Ouais. Pourquoi sommes-nous des rebelles? Franchement, je sais pas, mais tu peux observer ça même dès le plus jeune âge. Tu vois à l'école primaire des enfants qui sont plutôt suiveurs de l'autorité et d'autres qui sont plutôt rebelles. Moi, je peux pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer. Par contre, je pense que l'obéissance, ça s'apprend, mais la désobéissance, ça s'apprend aussi. Il faut apprendre aux enfants aussi à désobéir aux ordres injustes. Quand on voit l'expérience 2020 avec les électrochocs, je ne vais pas en parler plus parce que je pense que tout le monde connaît. On a testé cette expérience sur des sujets qui ont probablement été à l'école de la République américaine pendant des années, qui ont été normalisés, habitués à obéir à l'école, au travail, etc. Est-il surprenant qu'ils balancent des électrochocs à quelqu'un et qu'ils obéissent jusqu'au bout? S'ils avaient été aussi éduqués à désobéir, que se serait-il passé? On ne sait pas. J'espère un jour, on aura la chance de pouvoir vivre ma sœur, elle dit tout mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Génial, il y a un petit décalage de son, excusez-nous les internautes. Voilà, ça c'est pas une question pour toi, Yann, c'est simplement un commentaire que je valorise parce que c'est important pour nous le Front médiatique. C'est Anonymous qui dit: dommage pour la chaîne, il y a peu d'abonnements, faisons de la pub. Donc je remercie Anonymous parce que c'est vrai que voilà, nous on fait tout ça de manière désintéressée. On n'est pas là pour la notoriété, on est là pour parce qu'on est persuadé que le partage de connaissances, le partage d'informations, de prendre des temps pour parler de l'organisation de la cité. C'est ça la politique, c'est l'organisation de la cité, savoir qu'est-ce qu'on veut pour demain, comment on vit ensemble, quels sont les problèmes, comment les solutionner. Et bien voilà, nous ça nous tient à cœur. Donc vous voyez qu'on a, on a 3 chaînes YouTube qui ont 5, 6 et 2000 abonnés. Et bien pourtant sur YouTube il y a 50 personnes. Sur Facebook on a 115 000 abonnés et pourtant il y a 8 personnes. Donc en fait concrètement peut-être que ça intéresse pas ce qu'on fait, mais je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup d'invisibilisation. Et donc vous êtes plus puissant que les algorithmes. C'est-à-dire si chaque internaute valorise une vidéo autour de lui, dans sa famille, par mail, en envoyant des SMS, en partageant sur les différents réseaux, et ben en fait il peut court-circuiter et on peut collectivement être plus puissant que leur intelligence artificielle et que leurs algorithmes. Donc merci à Anonymous pour l'intérêt qu'il porte pour le front médiatique et la pub qu'il nous fait, parce que c'est grâce à vous aussi que des médias indépendants comme le nôtre pourront à terme, avec d'autres médias indépendants, faire basculer aussi l'information qui est accessible pour le grand public. On continue avec un autre commentaire de Albarb, excusez-moi. Il oublie les premiers ingénieurs sociaux, enfin les premiers de l'ingénierie sociale, qui sont les religions.
C'est pas faux. C'est pas faux. Là, on peut voir la religion comme un système d'ingénierie sociale très perfectionné, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé du tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'une merci. part, les religions modifient les normes, les représentations sociales, ça modifie énormément de choses, tout à fait, ouais. Et même, grâce à la religion, on nous a fait croire que l'inverse de la vie, c'était la mort. Et c'est pas vrai. Parce que l'inverse de la vie, c'est la stérilité. La mort, ça fait partie du cycle de la vie. Grâce à la religion, celle qu'on a eue en Occident, on a appris que l'inverse de la vie, c'est la mort. Et donc, il faut avoir peur de la mort. Ça, c'est une norme. Et c'est dû à la religion. On continue avec un commentaire à nouveau d'Anonymous. C'est un commentaire plus qu'une question. Il dit, il répondait aussi à une question d'un internaute. Quand nous votons pour une personne, nous transmettons notre pouvoir de citoyen intégralement à cette personne. C'est un énorme piège. J'imagine pièce, mais c'est un énorme piège. Donc voilà, c'est juste pour valoriser aussi des commentaires intéressants. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi si tu veux réagir. Je pense que d'ailleurs, avec ta formation, c'est ce que tu fais aussi, apprendre à comprendre le fonctionnement humain, la psychologie, la sociologie. Ils nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je répète souvent autour de moi parce que pour moi, ça fait partie des clés de domination. Bah, tout à fait. C'est Sun Tzu qui écrivait ça. Il faut que si tu connais mieux ton ennemi qu'il ne se connaît lui-même, alors tu as presque déjà gagné. Et oui, bien sûr, la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'ampleur qu'a pris la psychologie depuis les années 50. C'est hallucinant. La plupart des gens qui pensent de psychologie, ils connaissent quelques expériences. Freud, la psychologie, laisse tomber, c'est plus ça la psychologie. Si tu penses que la psychologie, c'est ça, tu n'es pas en train de voir la partie émergée de l'iceberg. Moi, avec mes connaissances à Bac plus 5, je vois à peu près la partie émergée de l'iceberg. À peu près. 90%, je ne les vois pas, parce que personne ne les voit, parce qu'il y a tellement de masse d'informations. Par contre, toi qui es peut-être vite fait amateur, intéressé, tu connais Freud, en fait, ce que tu vois, c'est le glaçon qu'il y a dans ton verre de whisky. Sans exagérer. Je ne dis pas ça pour être mesquin. Mais depuis les 50, la psychologie est devenue vraiment, vraiment énorme. Et un dernier commentaire de Albarbe qui dit autogestion. C'est au moment où tu présentais le tableau avec les organisations auto-hétérodoxes et l'auto-organisation. Il dit il y a aussi le mutualisme, l'anarchie. Il y a eu des exemples furtifs comme en Espagne ou le zapatisme, tous détruits par les capitalistes. Et d'ailleurs, avant de te laisser la main, dans le livre de Francis Dupuy-Derry, moi j'ai regardé ses conférences, j'ai pas lu son livre, il donne de nombreux exemples de tribus autochtones, on pourrait dire, qui étaient certes beaucoup moins nombreuses que nous, mais qui fonctionnaient de manière démocratique. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux petits groupes, petits, moyens groupes humains qui ont tendance à fonctionner de façon assez démocratique. Comme tu disais, une tribu, mais en effet, ça peut être des mouvements anarchistes parce que, en vrai, l'anarché, l'absence de pouvoir et le démos, le pouvoir aux mains du peuple, quand même assez proche. Alors, je ne vais pas dire que c'est la même chose à tirer dessus, mais c'est quand même assez proche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te donner des ordres sur comment toi tu gères ta vie. C'est à toi d'apprendre à gérer ta vie avec tes concitoyens. Con, ça veut dire ensemble. Ça ne veut pas dire stupide. Mais il y a plein de possibilités d'organisation. Hein. Il y en a plein. On nous fait croire que c'est impossible. C'est juste parce que c'est très possible et que ça a déjà été expérimenté par des petits groupes. Après, il suffit de s'y mettre. Si tu mets, mettons, demain d'euros à la table avec de la recherche sur comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser, je suis persuadé qu'au bout d'un an, on a trouvé une solution décente. Bien sûr.
Et 1 million, t'es gentil, aujourd'hui, il parle en milliards et ça me fait penser à cette citation de Che Guevara qui dit « Soyons exigeants, réalisons l'impossible ». Donc oui, le possible, il est lié à nos représentations du monde, à nos imaginaires, aux narratifs qu'on entend et des choses qui paraissent impossibles sont possibles. On le voit aussi même dans le monde des sciences, j'allais dire des sciences occultes, en tout cas des sciences paranormales ou en tout cas, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on s'imagine impossibles qui sont possibles. Donc gardons la force, gardons l'espoir, gardons l'envie, cette curiosité, l'envie de comprendre, l'envie de se cultiver, l'envie de rencontrer l'autre, de discuter, d'échanger et de se nourrir mutuellement. C'est ce qu'on fait sur le Front Médiatique avec tous ces invités, c'est passionnant. Avant de te laisser un petit mot de la fin, moi je conseillerais aussi quand même, évidemment, c'est un grand classique, peut-être beaucoup le connaissent, mais quand même Édouard Bernays a quand même beaucoup révolutionné aussi le monde pour façonner les individus, de la propagande, c'est une forme d'ingénierie sociale. Donc Édouard Bernays, Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Et je conseille aussi une conférence que je trouve exceptionnelle, qui a été traduite par Jeanne Traduction. C'est James Giordano, Giordano. Je vous mettrai les liens avec les liens de Yann aussi sous la vidéo. C'est une conférence qu'il a fait en 2018 qui s'appelle, il introduit sa conférence en expliquant que la guerre du 21e siècle, ça sera la guerre pour les cerveaux. Voilà, la guerre des cerveaux. C'est une guerre cognitive qu'on subit. Et donc, c'est un sujet qui va être abordé aussi dans la prochaine venue de Yann sur le Front Médiatique. Et il dit gagner la guerre avant la guerre. Voilà, c'est la stratégie des nouvelles opérations militaires qui, plutôt que avoir une dictature à l'ancienne, en mode Mussolini ou Hitler ou Saint-Lazare, c'est des dictatures modernes où en fait on est façonné par les algorithmes qui font que les vidéos du Front Médiatique ou d'autres médias indépendants sont invisibilisés et la bêtise, le divertissement, la médiocrité sont valorisés. Donc merci encore à vous. Je te laisse un mot de la fin, Yann. Merci d'avoir pris ce temps-là et voilà, je t'en prie. Bah écoute, moi mon mot de la fin il va être très simple. D'abord, je vais te remercier encore une fois, et puis je vais essayer de citer Nelson Mandela, mais pas tout à fait ça, mais il pensait que c'était impossible jusqu'à ce qu'il le fasse. Merci beaucoup. Génial. Prenez tous soin de vous, la communauté. Merci à nous, merci à vous, merci à Yann, et puis à très vite sur le Front Médiatique. Belle soirée. Ciao Yann. Merci.